Oui, ma question elle compléterait cette question-là parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette émission il y a au moins, je crois que c'était en septembre. On voyait l'équipe suisse, il me semble que c'est Françoise Vatré, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. On voyait bien qu'il y avait un monsieur qui intervenait, c'était d'ailleurs un psychologue de formation. Oui, un Français. Oui, un Français. Et donc, bon, lui, il intervenait, il disait qu'il se baladait dans le coin, et puis quand les personnes, c'est des personnes qui vivaient en couple ou qui vivaient, enfin, qui avaient des relations sexuelles entre personnes handicapées, mais son rôle d'assistant sexuel, c'était d'être là au moment où ils avaient besoin d'être mis sur le côté, changer de position. Selon les demandes, oui. Pas de manière systématique, mais ça peut être un des rôles de l'assistant sexuel, oui, de faire en sorte que deux personnes qui sont trop lourdement handicapées pour pouvoir avoir un rapport seul, voilà, que du coup l'assistant aide à ce que ça soit possible, en essayant de se faire discret. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de personnes qui travaillaient de métier du sexe, en fait, c'est pas pour les assistants sexuels, parce qu'il me semble que dans cette émission, on voyait clairement aussi une dame qui était. Oui, mais je crois pas avoir dit qu'il n'y avait pas de travailleuse du sexe. Non, tout à l'heure, vous disiez que c'était par rapport à la formation, peut-être d'éducation, alors, sexuelle, pour lesquelles il n'y avait pas de. Là, c'était pour l'éducation sexuelle dans les écoles. D'accord. Voilà, c'est juste que moi-même, étant travailleuse du sexe, ça a posé problème. Parce qu'il y a eu peut-être. Peut-être qu'on a cru que j'étais pédophile, vu que j'ai travaillé dans le sexe. Pour répondre à monsieur qui s'insurgeait tout à l'heure sur la vision qu'on pouvait avoir des personnes qui travaillaient au planning, etc., je peux vous dire qu'on vient de Calais, puis à Calais, on a affaire à un planning familial qui est très ouvert. Bon, ils ont des problèmes en ce moment parce que je ne sais pas si vous savez, enfin, ils vont diminuer le nombre de personnes travaillant dans le secteur. Et bon, il y a des pétitions à signer. Moi, je les ai allègrement signées en prétextant justement que on est amené à travailler sur la vie affective, relationnelle, sexuelle dans les établissements. Je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé. On a besoin des personnes du planning parce qu'elles connaissent bien justement la façon de présenter ou de parler de comment on est fait, etc. Alors peut-être que c'est pas toujours judicieux, mais en tout cas à Calais, je vous dirais qu'on n'a pas à se plaindre d'eux, je pense pas. Je me suis servi de la pétition pour faire savoir que justement, on en est avec la loi 2002 qui dit que la loi 2005 qui dit que les personnes handicapées ont droit à une vie affective, sexuelle comme tout le monde. Et puis quand on a besoin des personnels pour nous aider à travailler autour et avec, ils sont pas là. Donc il faut vraiment qu'on signe ces pétitions pour sauver aussi ces métiers, parce que je pense vous avez décrit une situation un peu cata, c'est vrai, mais elle n'est pas celle-là partout, heureusement. Oui, non, mais complètement. Après, moi, mon propos, il n'était pas de dire l'éducation sexuelle c'est mal, hein, bien au contraire. Je crois qu'il y a vraiment encore du travail à faire et que ça doit au contraire se développer. Mais j'interrogeais plus la manière de faire parce que je crois vraiment que dans toutes ces choses que j'ai pu citer, les personnes ne se rendaient même pas compte qu'elles véhiculaient ces choses-là en fait, et que du coup on peut avoir un raisonnement éthique, une ligne de conduite, mais il faut vraiment s'interroger sur comment on la met en pratique, parce que ça peut renvoyer des messages qui sont pas forcément ceux qu'on voudrait transmettre, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être tellement intégrées dans ce qui est véhiculé en permanence, et puis dans ce qu'on nous inculque depuis tout petit, qu'on peut se trouver à transmettre ces normes-là sans même s'en rendre compte en fait. Moi, je voudrais faire trois remarques qui reprendront peut-être un petit peu pour une d'entre elles cette question de la complexité du rapport entre les professionnels et la reconstruction des normes, qui quand même vraiment est pas simple, quoi. C'est sûr qu'on doit sans doute, et c'est un peu l'esprit dans lequel on se retrouve ce soir, essayer de construire des alliances, mais construire des alliances peut-être pas sans s'interroger sur aussi nos différences, nos différends, aussi bien dans nos pratiques que dans nos représentations. Mais donc je voudrais revenir sur l'anecdote des sex toys. Parce que ça me fait penser que pendant ce séminaire, on a bien sûr évoqué, par exemple, l'accès aux préservatifs dans les institutions.
Et c'est à chaque fois qu'on fait un séminaire comme ça, il y a cette question-là. Comment il y a un accès au préservatif. Et on n'a jamais parlé de l'accès aux sex toys. Jamais. Ou bien à des objets comme ceux-là, quoi. Voilà. Et c'est très étrange, quoi. Donc, petite, apport peut-être de notre rencontre, pour les travailleurs sociaux ou les futurs travailleurs sociaux, c'est peut-être des choses auxquelles on peut aussi penser. Hein, mais pas forcément que les objets liés à la sexualité qui doivent viser à la prévention des risques. Bon. Mais là, au contraire, on a des objets éducatifs qu'on peut appeler, je sais pas, si on peut les dire éducatifs ou thérapeutiques ou sexuels, qui existent et on voit que finalement ils sont utilisables. Bon, ça peut être des objets éducatifs. C'est quand même très intéressant que vous soyez là ce soir. Enfin, moi, je trouve qu'on doit vraiment vous remercier parce que c'est des contacts qu'on recherche depuis longtemps. Dans notre journée, aujourd'hui, il y a Bruno Brive qui nous expliquait que dans le sigle qu'on commence chacun à connaître maintenant du LGBTQIF, donc ça fait LGBT-KIF, quelquefois il y a l'idée de rajouter un H. Alors c'était en principe plutôt pour les hétéros. Mais je proposerais ce soir, parce que ça faisait LGBT qui fâche. S'il y avait un H en plus, ça ferait LGBT qui fâche. Mais ce serait peut-être mieux de rajouter le H des handicapés. Plutôt, et les hétéros, on s'en occupera plus tard. Parce qu'il y a des alliances là qui pourraient effectivement donner un sens à l'expression de LGBT qui fâche. Alors je voudrais maintenant faire une remarque à propos de ce qu'a dit Philippe Dauphin. Philippe, est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure et qui, je trouve, pour les questions qu'on essaie de se poser, est un peu exemplaire, sur le fait que comment ça s'appelle, ton auxiliaire de vie qui t'a posé le plus de problèmes était une auxiliaire de vie professionnelle, formée, dans le cadre d'une association, etc. Alors, donc en fait, je reviens là-dessus, c'est que c'est la seule auxiliaire de vie que j'ai recrutée qui avait son diplôme d'auxiliaire de vie, qui a eu des soucis psychologiques. En fait, elle a fait une dépression par le fait que je voulais simplement rencontrer une personne, enfin des filles, parce que j'avais envie d'avoir une sexualité comme tout le monde, on va dire. Ou alors, quand je lui demandais de m'emmener dans un club échangiste, de me déposer à l'entrée, de venir me rechercher. Elle a eu un problème, je sais pas quoi, mais enfin, j'ai trouvé que c'était quand même un comble que des personnes qui soient, on va dire, du métier, donc une professionnelle, n'ait pas une meilleure assise d'un point de vue psychologique, parce que moi, elle m'a foutu quand même un gros coup de boue et une grosse remise en question sur ce que je lui demandais. Est-ce que je voulais qu'elle m'apporte, mais que je pensais que j'étais en train de lui demander quelque chose d'impossible, quoi. Et donc l'association qui gérait à l'époque cet auxiliaire de vie-là, elle n'a rien trouvé de mieux que de convoquer, on va dire, mes parents. Donc c'est vraiment honteux, quoi. Heureusement, j'ai pu savoir avant que mes parents aillent à l'association. J'ai pu savoir qu'il y avait quelque chose qui avait été dit. Bon, tout de suite, j'ai pensé à ça, donc j'ai prévenu mes parents avant qu'ils aillent à l'association. Et ils ont tout de suite bien pris la chose en me disant que voilà, qu'ils étaient contents pour moi et qu'ils savaient pas trop comment aborder le sujet de la sexualité avec moi, et puis que ils se sont rendus compte que je m'étais débrouillé par moi-même. Bon, ça, enfin moi de mon côté, je veux pas dire que ça n'a pas été facile, mais enfin ça a été, quoi. J'ai persévéré, puis ça a été. Et donc mes parents étaient contents au final, quoi. Mais j'étais fort inquiet de leur réaction. Et pourtant j'avais 28 ans. Pensant qu'ils allaient, je sais pas, mal l'interpréter ou... Je sais pas. Et je voulais revenir aussi sur le fait... je sais pas, ton prénom c'est comment? Loïs. T'as parlé d'un ami qui était fort dépendant. Donc t'avais dû faire l'achat d'un sextoy pour... Enfin, je sais pas si c'est toi ou tes amis. C'était une idée.
tout à fait plausible. Tout à fait plausible, et je dirais même un peu. Si je voulais poser le truc, vu qu'il avait fortement envie et que de toute façon Oui. notre sexualité est clairement développée, bah, je me suis dit pourquoi pas faire ça en fait. Pour moi c'était le départ, c'était un départ pour faire réagir les gens sur la sexualité en général et nous les personnes Ouais. c'est pratiquement Ouais, mi-temps, c'était très si bien. je veux pousser le truc, voilà. Parce que moi, je suis justement dans un état de grande dépendance où je peux pas me masturber tout seul. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Donc, bah, je suis coincé, quoi. Si je paye pas, j'ai zéro, quoi. J'ai pas de sexualité, quoi. Mais donc, c'est vrai que maintenant, j'apprécie qu'il y ait une fille qui vienne me voir, etc., pour faire la chose. C'est totalement différent, quoi. C'est deux choses bien différentes. Mais avant 2006, j'avais jamais pu savoir ce que c'était que de me masturber et de connaître du plaisir. Voilà. Je sais pas. Bon, apparemment t'as du mal à te masturber tout seul. Bon, c'est une anecdote aussi que je peux raconter. Une fois, j'ai été sur internet et j'ai lu tout simplement un texte fortement érotique sur le net. Et ce texte-là était tellement bien écrit et tellement bien tourné, et tout ce qu'il fallait. Que je me suis mis à imaginer ça dans ma tête. Et ben écoute, pour la première fois, sans même me toucher le Zanzibar, j'avais des gouttes de sperme dans le pyjama. Donc voilà, si ça peut t'aider. Bon, après pour ta faculté à te masturber, pourquoi pas avoir ça avec une ergo ou je sais pas, qui soit assez ouvert d'esprit. Voilà, mais j'avoue que moi, à part le sextoys ou des choses comme ça, j'ai pas non plus de super Non, il n'y a pas de solution miracle. à part la call girl ou la pute parce que c'est pas une honte, il y a pas de tabou. J'ai pas vraiment non plus de grosses solutions. Il y en a une toute simple. Alors ça, je vais en profiter pour vous dire un petit mot là-dessus, parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Je pense que en tant que personne handicapée, nous avons également ce qu'on appelle tout simplement du charme, et que je pense qu'on peut avoir aussi confiance simplement en cette capacité à plaire tout simplement, et ne pas s'auto-dévaloriser également devant les autres, aussi bien du côté du valide que de l'handicapé. Je pense qu'on peut tout simplement être beau, voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on aura forcément besoin d'une prostituée ou d'une call girl. Ah, je veux surtout pas te dire ce discours-là. Ah non. Je veux surtout pas te dire ce discours-là. Voilà, c'était quelque chose que je voulais rajouter aussi. Voilà. C'était pour revenir au sujet que tu as abordé par rapport à ton témoignage. C'est intéressant pour que tu disais que c'est difficile au niveau de ta tierce personne, des demandes un peu bizarres, pas pour nous, mais au niveau de nous emmener dans des endroits un peu particuliers où pour essayer trouver une solution, d'avoir une vie comme tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident à trouver des tierces personnes assez ouvertes d'esprit pour justement t'accompagner dans des lieux, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas si c'est du mandataire ou du prestataire, parce que comme je sais pas si quand tu dis ils ont été c'est mandataire, donc voilà, ils ont été dire et ça a été transmis au bureau et puis ils ont appelé tes parents et tout ça. C'est une faute professionnelle. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas lieu, c'était moi l'employeur. Oui, voilà. Ouais, c'est du mandataire, ouais. Mais
moi, j'ai vécu les deux. Là, je suis en mandataire. Et avant, j'étais en prestataire. C'est encore plus difficile, le prestataire. Pour eux, les associations au niveau du bureau, au niveau de la direction, c'est faire s'occuper de la personne, faire les heures et point final. Il n'y a aucun... si il y a un surplus ou quelque chose qu'on demande de ce genre-là, c'est tout un drame. Et pour eux, c'est encore assez tabou aussi, comme tout le reste qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est aussi un travail et un témoin intéressant qu'on peut continuer à travailler ensemble ou avoir des partenariats, parce que c'est très intéressant. Parce que ça aussi, c'est au niveau de mandataire, voilà, c'est comme la plupart des associations. Après, je ne connais pas tout, mais comme moi j'ai vécu pendant une paire d'années ce milieu, voilà, ça doit rester le travail minimum, d'occuper de la personne, la vie quotidienne à domicile, et point final. Il n'y a pas, voilà, c'est comme si on va travailler dans un bureau ou aller travailler à l'usine, et puis voilà, on s'occupe du courrier, on s'occupe de l'appareil, puis voilà. Si c'est pas fini, on fait demain. Mais c'est pas le cas, là, il y a un contact humain, oui, là, il est obligé d'avoir un échange. Ils font beaucoup d'heures en plus d'affilée, quoi. Ouais, voilà, et puis voilà, c'est un. Voilà, c'est aussi un truc assez difficile à encore, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles, parce que voilà. Bah moi, lors de mes entretiens, maintenant je le dis. En fait, le déclenchement, ça a été, je sais pas si je peux en parler ou si c'est le lieu. J'ai eu un auxiliaire de vie qui était musulman, et le jour de signer le contrat, il m'a dit: ah, j'ai oublié de te dire, je pourrais pas te donner à boire de l'alcool. Donc je lui ai dit bon, donc fallait que je me décide assez vite parce que c'était le jour de la signature. J'ai réfléchi, même pas 5 minutes. Je me suis dit, de toute façon, quand je bois de l'alcool, c'est que je suis avec des amis, donc ils me donneront à boire, quoi. Donc je lui ai dit, bah moi, ma condition pour que tu signes le contrat, c'est que tu acceptes de m'emmener à tel endroit, c'est avec le échangiste, tu rentres pas, enfin tu me déposes, tu payes, tu verras peut-être des femmes nues, t'apercevras des femmes nues, mais à aucun moment tu rentreras, quoi. Et à partir de là, maintenant, systématiquement, j'en parle à l'entretien. Je dis que je reçois des gens, des filles, que je paye ou pas, et que je sors dans des milieux de libertinage, quoi. Non, mais, surtout maintenant en mandataire, moi je suis aussi en mandataire. J'ai eu de la chance de trouver des auxiliaires assez ouverts d'esprit, et c'était par hasard, parce que il y en a un des deux, c'était par hasard, parce que c'est en parlant après, j'avais pas expliqué ma situation de ma vie personnelle tout de suite à l'entretien. Mais c'est au fil du temps, et il travaille depuis une paire de mois. Et en parlant, il m'emmène aussi à des endroits, mais lui allait déjà avant. Et par hasard, ça s'est fait comme ça, et c'était naturellement. Mais c'est vraiment le hasard, parce que la plupart du temps, avant, je n'ai pas pu faire tout ce que je fais maintenant. Là, j'ai trouvé des bonnes personnes, et puis qui m'emmènent, j'ai pas peur de le dire, qui m'emmènent au sauna. Ouais. Et c'est particulier, tout le monde ne peut pas y aller, un hétéro et tout ça, c'est pas évident. Alors, lui, il est hétéro, et puis il y va, et puis ça n'empêche pas, parce qu'il dit, c'est un sauna, et puis c'est moins cher qu'un sauna, un spa ordinaire. Et tant mieux pour moi, parce que comme ça permet d'avoir quelqu'un de m'emmener, et puis il reste avec moi la durée du voilà, et puis comme ça je peux passer un moment comme tout le monde, et puis voilà. Et voilà, j'ai pas peur de le dire, mais c'est vrai qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour en parler. Il faut des personnes comme nous, justement, comme ce soir, pour justement développer tout ça. C'est pour ça que, comme on essaie de dire, c'est très intéressant les témoignages, de travailler ensemble. S'il y a des équipes qui sont intéressées, n'hésitez pas après de venir et puis d'en parler. Et pourquoi pas refaire d'autres débats. Et voilà, c'est comme ça, comme vous disiez tout à l'heure, ça va s'améliorer. Voilà. Très bien.
Bien, on va devoir rendre la salle, donc s'arrêter là. Hein, de toute façon, on avait donné 20 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire on vous remercie de votre attention. On vous remercie d'être venus si nombreux. On remercie Philippe Taufin, Marianne Chiragoua et Chouchou d'avoir apporté leur contribution. Et peut-être pour faire une phrase de conclusion, je vais rebondir sur ce que vient de dire le camarade là. Je trouve que je suis très étonné du nombre de personnes, donc ça veut dire que, enfin moi je l'interprète comme ça à chaud, que c'est quand même des questions qui sont trop peu souvent parlées, et donc il y a un intérêt extrêmement important sur ces questions-là. Nous à la Fertès avec Patrice depuis plusieurs années, et puis plus particulièrement depuis 3 ans, puisqu'on a mis ce séminaire en place depuis 3 ans. Bien sûr, il y a la formation, on le fait dans le cadre de la formation initiale, mais on essaye aussi, et c'est assez compliqué, alors j'en profite qu'il y a du monde ce soir pour le dire, on a essayé, on essaye d'engager un travail qui aille au-delà, je dirais, de la conférence et du débat. Ils sont utiles à faire, mais on est très intéressé pour monter des groupes de travail sur ces questions-là, alors que ce soit sur l'accompagnement sexuel des personnes handicapées, mais aussi parce que nous on trouve en tout cas qu'il y a vraiment un vide. Alors il y a des gens qui expérimentent des choses, qui font des choses, et donc on les invite à venir nous rencontrer, nous faire part de leur expérience, mais on pense que dans le travail social il y a vraiment un vide en termes d'outils d'éducation à la sexualité, l'éducation sexuelle, et donc ça c'est un chantier qu'on a commencé à ouvrir il y a 2-3 ans, qu'on aimerait continuer, une éducation sexuelle qui soit non hétéronormée. Alors pour faire une petite provocation, il y a 2 ans dans le séminaire, j'ai invité les stagiaires à créer un courant de travailleurs sociaux pro-sexe. Et ben je vais réitérer ma provocation ce soir, donc si il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, on les invite, puis même les autres d'ailleurs, on se fritera, mais c'est pas grave. Il y a comme ça qu'on avance. À laisser leurs coordonnées. Hein, on a la possibilité, je parle en plus sous le contrôle de mon directeur, donc je peux dire toutes les conneries que je veux. Mais on a des moyens importants qui va nous dégager des mains. Non, mais blague à part, puisqu'on a dit au départ que, entre autres, la conférence était... alors je parle à double titre là, en tant que salarié de la Fertès, mais aussi en tant que responsable de l'association Colère du Présent. On a initié l'année dernière une petite université populaire, et on avait déjà fait quelques séances avec un groupe qui travaillait sur cette question-là. Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées, on vous contactera, et je pense que dans la salle, il y a sûrement un pourcentage important qui sont très intéressés de travailler avec nous. Et puis, évidemment, les copains là de Lille, et on essaiera de se donner des moyens pour avancer sur ces questions-là. Voilà, et on vous remercie, et à bientôt. Pas chaud, toi. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah non, cercle, non. Par contre, une fois, j'ai appelé... Non, c'est pas moi. J'ai appelé une fois... Je vous ai appelé, enfin... le micro, il y a lui. Je vous ai appelé une fois pour savoir si c'était adapté au chouchou. Et vous m'avez dit que c'était pas adapté. Parce que j'avais des amis qui faisaient. Ouais. Regarde. Ouais, je pense. À l'ancien club, on en avait. Là, il y avait la surface. Justement, au cercle, je les ai contactés. Non. Moi, je vais à l'homme. Ouais. Je suis jamais allé, j'avais contacté par email. Ils m'ont pas répondu.